Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Amis auditeurs du Radio Forum, je vous salue et je me rappelle à votre bon souvenir, car la dernière fois que je suis passé sur les antennes du Radio Forum, c'était presque il y a 6 mois, c'était le 1er juillet 2009. Et aujourd'hui, 30 janvier, pour les derniers jours de ce mois, je vous présente à vous tous qui aimez écouter Radio Forum, à vous tous, je disais, je vous présente mes vœux de bonne santé, de prospérité et de plein succès dans toutes vos entreprises. Cela d'autant plus que nous sommes dans l'année du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Ne confondons pas. La République a été proclamée le 28 novembre 1958. Donc nous avons déjà fêté, il y a plus d'une année, le cinquantenaire de la proclamation de la République du Congo, État autonome, membre de la communauté franco-africaine. Et en cette année-là, nous sommes entrés à l'ONU parrainés par la France et la Tunisie. Mais moins de 2 ans après la proclamation de la République du Congo, nous avons pris notre destin en main le 15 août 1960 avec le ministre André Malraux, représentant du général de Gaulle. Donc le 15 août 1960, ce n'est pas simplement un transfert de compétences, mais c'est un transfert de destin. Que les Congolais prennent leur destin en main. Et c'est un changement radical parce que lorsque, en 1956, on proclame la loi cadre de M. Gaston Defferre, beaucoup de gens, des dirigeants africains se sont écriés « Nous avons la loi, mais où sont les cadres ?» C'est-à-dire que les gens avaient peur, beaucoup de dirigeants africains avaient peur de l'autonomie et sans parler de l'indépendance. Mais poussés par les étudiants de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui disaient que la seule issue était l'indépendance, tous ces gens se sont ralliés à l'indépendance et ils ont donc fait tout pour tirer les bons fruits de la loi cadre. Ensuite, il y a eu le référendum du 28 septembre 1958 qui associait les États africains à la France, parce que la France gardait
l'économie, les finances, la justice, l'enseignement et les affaires étrangères. Mais cela n'a pas duré puisque moins de 2 ans après, les gens sont arrivés à la seule issue qui était possible, l'indépendance. Donc l'indépendance, il ne faut pas dire qu'il nous a été octroyé. L'indépendance est le fruit d'une lutte parce qu'effectivement, la France était engluée en Algérie et elle n'avait plus les moyens de pouvoir réprimer le mouvement d'émancipation en Afrique. Et c'est ce qui fait qu'elle a été obligée d'innover, elle a été obligée de jeter de l'Est parce que, battu à Dien Bien Phu le 8 mai 1954, le 1er novembre, la France est confrontée au soulèvement et à l'insurrection du FLN en Algérie. Donc, pendant ce temps, elle n'avait plus assez de force pour pouvoir venir réprimer en Afrique noire, d'où la loi cadre de M. Gaston Defferre. La loi cadre n'a pas pu éteindre le désir d'indépendance et en 1958, c'est la communauté franco-africaine, mais en 1960, c'est l'indépendance. Bien sûr, l'indépendance, elle est beaucoup plus politique que totale, mais c'est déjà un pas. Et même la loi cadre, ça a été un pas, parce que le seul pays qui a pu voter non à la loi cadre au référendum du 28 septembre 1958, c'est la Guinée, parce que la Guinée a été le seul pays qui a tiré ce qui avait de positif dans la loi cadre. Et ils ont profité, donc la Guinée a profité de la loi cadre pour remplacer tous les chefs de canton, les chefs de cercle, les chefs de subdivision par des gens élus. Et c'est ça qui a permis justement à l'alliance que Sékou Touré avait faite avec Salif-Laye Diallo, c'est ça qui leur a permis de pouvoir dire non à la néocolonisation, dire non au général de Gaulle et au référendum du 28 septembre 1958. Et d'ailleurs, le grand stade de Conakry s'appelle le stade du 28 septembre. C'est donc en souvenir de cette Égypte qu'ils avaient infligé aux néocolonialistes menés par le général de Gaulle. Je crois que je tenais donc à dire aux auditeurs de Radio Forum à leur présenter mes vœux les plus ardents pour cette année qui est le cinquantenaire de notre indépendance. Merci bien et à très bientôt, chers amis. Vous m'entendrez encore peut-être une fois par mois pour parler des indépendances des colonies françaises d'Afrique. Merci et à très bientôt. Engagé aux côtés de la France dans les 2 grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8.
À l'unanimité, vos élus m'ont ce matin investi de la charge de président de la République du Congo. Avec émotion et gravité, je veux ce soir, dans le premier message, premier président de la République du Congo, vous dire quel sens j'attache à cette nomination et quelles responsabilités nouvelles me sont ainsi données. J'affirme d'abord que vos élus ont pris leur décision convaincus de la nécessité pour ce pays d'unir tous ses enfants sans distinction de parti, d'origine ou de race. Nous avons tous au cœur l'amour de la liberté, la fierté nationale, la volonté de construire un Congo qui soit un modèle d'État africain. De tels sentiments doivent effacer les divergences ou les oppositions suscitées autrefois par des mobiles infiniment moins nobles et aujourd'hui dépassés. Mon devoir est donc de travailler de tout mon cœur à cette union indispensable à l'avenir du pays. Union à l'intérieur, mais aussi union et solidarité avec la France dans le cadre de la communauté. Est-il au monde, dans des territoires semblables aux nôtres, un pays de moins d'1 million d'habitants qui est reçu volontairement et généreusement d'une grande nation les moyens d'instruire ses fils et de prévoir la mise en valeur de son sol pour enfin accéder d'un commun accord à l'entière dignité nationale. Tel a été notre sort. Comment alors ne pas rendre à la France l'affection et la confiance qu'elle nous a données? Si elles n'étaient pas inscrites dans nos cœurs, il faudrait les manifester par sagesse, de crainte que notre ingratitude n'incite pour l'avenir les autres nations à la méfiance envers nous. Et pourquoi, enfin, notre pays refuserait-il l'association fraternelle d'une communauté qui lui permet de s'exprimer parmi les plus grandes puissances? On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. L'union fait la force. Ce vieil adage conserve toute sa valeur. Et nous avons tous à gagner, à maintenir ou à bâtir cette union. La même politique est nécessaire à l'intérieur de la République du Congo. Le gouvernement n'a d'autre pensée que d'effacer des blessures encore vives et à souder entre elles, dans l'union des cœurs et des esprits, les différentes régions qui forment la République et qui ne comptent à ses yeux que des citoyens égaux en droit. Puisse cette journée marque le départ d'une grande solidarité entre nos républiques sœurs comme entre nous-mêmes. Telle est la leçon de la communauté. Telle est la leçon du général de Gaulle. En élevant ce monument à sa gloire, la République du Congo a voulu non seulement honorer le plus grand homme d'État des temps actuels, mais marquer son désir de suivre la voie qu'il a si hautement tracée. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. L'abbé Fulbert Youlou a assis son pouvoir sur le Congo. Il multiplie également les réalisations sur le plan national. L'un de ses bijoux dont il est particulièrement fier est Radio Congo, qu'il inaugure en mai 1960. Ici Radio Congo, nous vous mettons maintenant en liaison directe avec l'extérieur de nos stations, d'où Henri Métro va vous faire le reportage de l'inauguration officielle de Radio Congo. Alors, attention, à vous l'antenne, Henri Métro.
Eh bien, oui, je prends le micro juste au moment où arrive le président de la République, monsieur l'abbé Fulbert Youlou, qui maintenant descend de sa voiture. Il est accueilli devant notre station par monsieur Pontillon, directeur général de la radiodiffusion d'Outre-mer, et par monsieur Haïko, directeur de Radio Congo. Et je crois qu'il va tout de suite commencer la visite de notre station. Aussi, nous allons nous approcher avec notre micro. Radio Congo, tout un peuple te fait confiance. Tout un peuple, chaque jour, heureux de recevoir ton message, pourra connaître la vérité génératrice de salut. Radio Congo, au nom du peuple congolais, je te souhaite prospérité et longue vie. Michel Debré, le Premier ministre français, d'arriver à Brazzaville en juillet 1960 pour discuter des conditions d'indépendance du territoire de la République du Congo. Par les actes de transfert que nous venons de signer, désormais, Centrafrique, la République du Congo, la République du Tchad seront des États indépendants. Sans doute, du point de vue essentiel, vous l'étiez déjà. Vous avez souhaité acquérir cette souveraineté totale. Et du même cœur que nous avions ensemble fait accéder les anciens territoires d'outre-mer à la personnalité et à l'autonomie, du même cœur, nous vous accompagnons sur la voie de la souveraineté et de l'indépendance totale. Malgré la personnalité affirmée de vos États, vous souhaitez conserver entre vous des liens amicaux et en même temps des liens politiques. J'ajoute que dans ces liens amicaux et politiques qui vous unissent, vous nous accueillez et nous sommes désireux d'être présents.
Antoine Letembe Ambili, le directeur du cabinet de Fulbert Youlou, Premier ministre, a assisté le 13 août 1960 aux négociations qui ont abouti aux accords de gouvernement d'union nationale à la veille de l'indépendance. J'étais témoin oculaire parce que j'avais assisté à cette rencontre entre les trois grands leaders de notre pays. Ça s'est passé le 13 août 1960, 2 jours avant l'indépendance. Jean-Félix Youlou dira « Je suis jeune ». Effectivement, Youlou est né en 1907. Jean-Félix est né en 1905. Opango, Youlou est né en 1917. Opango est né en 1907. Jean-Félix Tchika est né en 1905. Il dit « Je suis votre jeune frère. Maintenant, nous allons à l'indépendance. Vous, Jean-Félix Tchika, vous prenez les fonctions de ministre des Finances. Vous, Jacques Opango, vous prenez les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la main dans la main, nous allons prendre l'indépendance le 15 août 1960. Jean-Félix Tchika dira « Monsieur le Président, mon état de santé laisse à désirer. Je vous donne à ma place mon lieutenant Germain Bikouma. » Bon, Jacques Opango, il faut accepter les fonctions. Ainsi, le 15 août 1960, la main dans la main, eh bien, il y a eu le grand défilé à la place de la mairie de Brazzaville, où l'on a vu les femmes léopards, l'emblème de Jean-Félix Tchika, les hommes caïmans et les femmes caïmans de Fulbert Youlou, les hommes coqs et les femmes coqs de Jacques Opango défiler la main dans la main, mettant en application ces paroles de notre hymne national. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Ainsi, nous avons, la main dans la main, célébré notre indépendance. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Cette nuit a retenti la salve solennelle qui salue l'indépendance des peuples et qui retentira dans la mémoire de vos enfants comme celle qui saluait jadis la naissance des rois. Voici donc l'un des plus grands jours qu'ait connu votre histoire, jour d'autant plus émouvant pour nous que le destin de l'Afrique d'hier et celui de la France libre se sont accomplis côte à côte. Brazzaville, vous a dit le général de Gaulle, fut un des hauts lieux de la France combattante. Hier, le président de la République du Congo et moi sommes allés déposer une gerbe au pied du monument de Félix Éboué, qui sut
unir sa fidélité à la plus féconde confiance dans les qualités africaines. Au pied du monument de Brazza, qui affirmait avec un espoir trop souvent trompé que quiconque toucherait son drapeau deviendrait un homme libre. La radio vous l'a dit cette nuit. Pour chacun de ces deux morts exemplaires et fraternels dont le dialogue préfigure le nôtre, c'était une gerbe en forme de V, la victoire de la Croix de Lorraine. Et comme chaque fois il n'y avait qu'une gerbe, le président de la République du Congo tenait l'une de ses branches et l'envoyé du général de Gaulle tenait l'autre. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté. Messieurs les représentants du président de la communauté, Excellences, mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement en présence du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le même temps que notre indépendance est proclamée, ce qui signifie notamment que nous allons avoir notre propre armée, notre propre diplomatie, nous avons voulu affirmer notre attachement à la communauté. Aussitôt, après la proclamation de l'indépendance, le président Yulu consacre son premier voyage à Paris, avant de se rendre à New York, où il fait admettre le Congo à l'ONU. Le premier mot que j'ai à dire, au nom de la France et à l'adresse du Congo, c'est un mot de grande amitié. Monsieur le Président, c'est avec des sentiments profonds de gratitude et d'amitié que je rends aujourd'hui ma première visite officielle à la France. Je ne parlerai du Congo et de mon peuple que pour rappeler que le 24 octobre 1940, venant à Brazzaville pour la première fois, c'est vers nous que vous vous êtes tournés pour trouver une capitale à la France libre. Alors que nous étions, comme vous l'avez écrit dans vos mémoires, parmi les territoires les plus pauvres de tout l'Empire, vous avez pu trouver chez nous des ressources et des forces insoupçonnées parce que le Congo vous a donné son cœur et sa foi. Le Congo n'est certes encore qu'un modeste jeune État africain. Il a cependant derrière lui une longue tradition et une civilisation propre, profondément imprégnée de la civilisation et de la tradition française auxquelles nous participons depuis notre éveil au monde moderne. Au reste, la place des nations ne se mesure pas à leur richesse matérielle et à leur dimension. Vous, Monsieur le Président, à qui j'ai l'honneur de répondre aujourd'hui, vous êtes pour nous, Congolais, le général, symbole de l'indépendance française. Vous étiez alors non seulement l'homme de l'appel du 18 juin, mais aussi l'homme de Brazzaville. Notre capitale a dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire même de la France une place toute particulière. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8.
Ici, Brazzaville, siège de l'Union africaine et malgache des postes et télécommunications. Au micro, François Itois. Désormais, les habitants de Dakar, à l'extrême ouest de l'Afrique occidentale, ceux de Brazzaville, en plein cœur de l'Afrique équatoriale, et ceux de Tananarive, isolés du continent africain par l'océan Indien, pourront, s'ils le veulent, se parler au téléphone. Ce jour, vendredi 31 août 1962, est aussi important pour l'histoire des relations des États de l'UAM entre eux d'abord et avec le reste du monde ensuite que celui où la liaison téléphonique fut établie entre Boston et Cambridge. Bien sûr, ici, il n'y a pas eu invention, mais utilisation d'un procédé désormais courant, bien que profondément compliqué dans ses explications techniques. Il était 8h40, heure locale, lorsque le téléphone se mit à sonner aigu comme il en a l'habitude. De son cabinet de travail, le président Fulbert Yulu décrocha l'appareil. Le silence se fit aussitôt. Monsieur Alvin Thiébaut, vice-président du gouvernement malgache, était à l'appareil de l'autre côté du canal de Mozambique. Parlez, dit d'un ton laconique l'employé de l'Inter. Le président Fulbert Yulu enchaîna. Alors, je suis particulièrement heureux de vous adresser mon salut fraternel à l'occasion de l'inauguration de la liaison téléphonique directe Brazzaville-Tananarive. Liaison qui rapproche davantage dans la réalité nos deux pays aux idéaux communs et qui, toujours fidèles à leur destin, se sont toujours retrouvés côte à côte dans le concert international. Je vous demande de transmettre également au gouvernement et au peuple malgache les compliments du gouvernement et du peuple congolais. Allô, j'ai terminé, je vous ai dit, très haute considération. Quelques instants plus tard, le président Fulbert Yulu fut appelé depuis Dakar par le directeur de cabinet de M. Vladimir Ndiaye, ministre sénégalais de l'Intérieur, à qui il transmit le message suivant. Je vous demande de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République du Sénégal le message suivant. C'est pour nous une occasion de plus de profiter de cette liaison inaugurale pour nous rendre compte des efforts, même dans le domaine technique des postes et télécommunications, que nos deux pays entreprennent dans la voie de l'unité africaine. Aussi, je renouvelle à votre Excellence, à son gouvernement, à son pays, nos compliments et notre indéfectible. Nous sommes en effet en Afrique à la recherche d'un dénominateur commun. L'homme se recherche toujours, le peuple se recherche, l'Afrique est à sa propre recherche. L'organisation de l'unité africaine permettra à l'Afrique de se retrouver et de s'imposer. L'Afrique s'imposera. L'Afrique peut s'imposer. Aujourd'hui, on tient compte d'elle. C'est une recherche. Mais aussi, à Addis Abeba, nous avons dit que cette rencontre des différents États ne sera valable que dans la mesure où chacun de nos États se retrouve, travaille, s'unit. Le peuple algérien, dans l'enthousiasme et le calme, a proclamé à la face du monde sa volonté de devenir un État souverain associé avec la France. Je suis heureux d'adresser au nom de mon gouvernement et de tous les Congolais mes vœux les plus sincères à l'héroïque peuple algérien et l'assurer que dans la tâche immense qui l'attend, il trouvera toujours à ses côtés le Congo qui, comme lui, est passionnément attaché aux idéaux de paix,
de liberté et de fraternité. Je ne vais donc pas hésiter, que ce soit dans mes conversations avec le président Kennedy et le secrétaire d'État d'UNIRUSC ou dans mes conférences de presse, en particulier dans celles que j'ai faites au National Press Club de Washington, à aborder avec franchise et parfois même avec un peu de brutalité les problèmes les plus fondamentaux pour l'avenir de l'Afrique. J'ai dit aux Américains que l'assistance économique, financière et technique ne serait efficace que dans la mesure où elle ne serait pas au service des visées politiques. Si j'ai affirmé que le mot de neutralisme cachait trop souvent un engagement vers l'Est, je n'en ai pas moins insisté sur le fait que l'intérêt de l'Amérique était d'aider les États africains à devenir prospères et vraiment neutres. Je suis un partisan de la doctrine de Moroé appliquée à l'Afrique et je crois que notre intérêt à nous, Afrique noire, est de régler entre nous nos propres problèmes et que l'intérêt des grandes puissances mondiales est de nous laisser faire ainsi. Vous suivez la déclaration solennelle du président Fulbert Yulu suite à la crise en République fédérale du Congo, parce qu'après c'était devenu une fédération, il y a eu sécession. Tshombe avait créé son propre État, l'État du Katanga, qu'il a présidé pendant pratiquement 3 ans. Il y a eu arrestation de Tshombe. Il y a eu en 1963 la prise du Katanga par les forces des Nations Unies qui contraint Moïse Tshombe à l'exil vers la Rhodésie du Nord, c'est l'actuelle Zambie, et plus tard vers l'Espagne. On connaît mes critiques envers l'action de l'ONU au Congo ex-belge. Je les ai renouvelées et expliquées en précisant d'ailleurs qu'elle ne vise pas les principes de l'action onusienne, mais qu'elle vise au contraire la manière presque constante dont ces principes ont été jusqu'ici bafoués. À Coquetteville, un pas de plus devait être franchi. On sait comment nos espoirs qu'une solution raisonnable fut trouvée ont été brisés net par l'acte de piraterie qui vient d'être commis. Cet acte de piraterie n'est pas seulement un mauvais coup contre l'Afrique, c'est aussi, et c'est très grave, un mauvais coup contre l'idée même de la coopération internationale. Un coup peut être mortel contre ce qui constitue la raison d'être des Nations Unies. Les autorités de droit ou de fait qui subsistent de l'autre côté du fleuve, je pense à M. Kasavubu, Iléo, Mobutu, Gizenga, se taisent. Les représentants des Nations Unies, dont le but est pourtant de ramener la concorde s'abstiennent. Les gouvernements de Washington, de Bruxelles, de Moscou, dont de trop nombreux nationaux jouent au Congo, les apprentis sorciers ne se sentent pas en cause. C'est la conspiration du silence de tous les Ponce Pilates qui spéculent sur la confusion pour se laver les mains. Cette conspiration, j'entends aujourd'hui la dénoncer et élever une protestation solennelle contre l'atteinte aux droits des gens, contre l'acte de banditisme international qui vient d'être perpétré à Coquetteville. Bien que personne ne sache à qui s'adresser, je demande à ceux qui détiennent M. Tshombe de le libérer immédiatement.
Je sais là que ma voix n'y suffira peut-être pas. C'est pourquoi je demande aux autorités congolaises de Léopoldville et de Stanleyville de condamner publiquement l'attentat commis contre le chef de l'État Katangé. Je demande au secrétaire général des Nations Unies, M. Marshall, entendez-moi, de condamner immédiatement l'atteinte à la liberté de M. Tshombe avec la sévérité et la vigueur qu'il apporta justement, que j'ai apporté moi-même à flétrir l'attentat qui fut commis contre M. Lumumba. M. Marshall, je m'adresse à vous. Je demande enfin aux chefs d'État d'expression française qui ont cautionné la conférence de Tananarive et qui donc partagent indirectement avec moi la honte du guet-apens de Coquillardville de s'associer officiellement à ma protestation et d'exiger la mise en liberté immédiate de M. Tshombe et de tous ceux qui auraient pu être arrêtés avec lui. Je demande à M. Marchand. Je l'invite, avant qu'il ne soit trop tard, à examiner avec moi les moyens propres à libérer M. Tshombe. L'urgence est telle que s'il ne peut venir immédiatement, je lui demande de donner à son représentant Léopoldville les instructions et les pouvoirs nécessaires pour agir avec tous les poids moral et toute la force matérielle dont il peut disposer. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice Joignan. C'est Jimmy. Forum FM. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias. 105.8. Très approfondi, on aurait dit, bon, compte tenu de la turbulence que nous vivons, on vous réquisitionne pour un énième mandat, continuez. Là, je pense que j'aurais obéi, sinon ça aurait été non-assistance à personne en danger, étant donné ce que nous vivions. Donc, c'est pour dire que l'expérience de l'actuel, que j'ai connu seulement en ce moment-là, voulait que de nous trois, et lui, et le Premier ministre André Milongo et moi, que l'un de nous continue pour le bien de la nation. Sinon, il y avait danger, compte tenu, ça s'est vérifié, hélas, ça s'est vérifié. Mais quand le peuple est, j'allais dire, en effervescence, c'est aussi difficile de faire comprendre au peuple que telle chose, même si c'est dit par quelqu'un que vous n'aimez pas, mais c'est une bonne chose, c'est difficile. Et c'est là où le métier de pasteur devient incompatible avec le métier de politicien, puisque c'est aussi parfois un métier. Monseigneur, vous êtes président de la Conférence nationale souveraine. Quel est l'avis du Vatican là-dessus? L'avis du Vatican sur mon mandat de président de la Conférence nationale souveraine rejoint d'une certaine manière l'adage qui veut que Vox Populi, Vox Dei. C'est-à-dire, le peuple voulait un évêque, le peuple congolais m'a honoré de sa confiance, le Vatican a pris acte, disant, votre peuple vous a fait confiance, il ne faut pas le décevoir. Malgré, j'allais dire, notre histoire qui se veut réticente, hésitante par rapport à cette réalité, voilà ce qui m'a été signifié à Rome, à savoir, votre peuple vous a fait confiance, essayez de ne pas le décevoir. Donc je pense que, fidèle à l'adage, Vox Populi, Vox Dei,
ils ont su. Et quand tout à l'heure je disais Congo-Zoba, ici, là, je dois rectifier que le fait que le peuple m'ait choisi pour, c'est pas seulement ma personne, mais disons la classe, les religieux que je représentais, ait choisi un religieux pour diriger et la conférence et la transition, je pense le peuple avait vu clair. Dommage que nous, et même nous les religieux, nous n'ayons pas suivi l'intuition du peuple. C'est dommage. Tout à l'heure, je disais Congo-Zoba, mais ces Zoba-là, c'est peut-être nous les élites, nous les cadres, qui, à certains moments, ne saisissons pas l'intuition et la volonté du peuple. Donc, pour Rome, c'était clair que la volonté de Dieu était que j'assume ce mandat. Malheureusement, nous les hommes qui constituons les fonctionnaires de l'Église, entre guillemets, dommage, mais il y a des fonctionnaires de l'Église qui ne partagent pas peut-être, moi-même j'en suis certainement, d'une certaine manière, chacun de nous l'est, on ne partage pas complètement le qualificatif d'homme de Dieu. D'homme de Dieu. Dès lors, quand Dieu parle, on se trouve en porte-à-faux par rapport à ce que Dieu dit. Et je pense qu'à ce moment-là, le peuple avait vu clair, avait demandé ce service, et c'est pourquoi, dans le mandat qui était le mien, j'en étais conscient, et je leur disais, si vous avez choisi un prêtre, un évêque de surcroît, pour assurer ce service, en tout cas, prenez le soin de le démettre, de le renvoyer avant de faire les saletés que vous avez au programme. Et je ne peux pas admettre les saletés au programme. Malheureusement, je me suis mis des ennemis là-dessus. Bon, je ne le regrette pas. J'ai fait ce que je pensais. Le service du peuple et le service de Dieu, là, vraiment coïncidaient parfaitement. Dans le sens de l'unité, dans le sens de la paix. J'ai fait ce que je pensais, je devais faire, et je remercie tous les cadres qui m'y ont aidé, surtout les cadres des forces armées, surtout l'armée. Parce qu'il m'avait dit, dans notre déontologie, nous attendons que des ordres. Si vous donnez des ordres dans tel sens, on les exécutera, quoi qu'il nous en coûte. Et vous savez vous-même que nos missions, parfois, nous laissons la peau, nous laissons la vie. J'ai dit, c'est pas moi qui vous donnerai des missions périlleuses, inutiles et bêtes, qui ne soient pas au profit du peuple. Et je pense, en ce moment-là, l'armée était au diapason de ce que le service du peuple demandait. Et là aussi, dommage que, comme les anciens politiciens, les fondateurs de notre République n'ont pas été, j'allais dire, dans l'Église, on les canonise. Dans la vie politique, je ne sais pas. Même les décorations posthumes, là, c'est peut-être folklorique. Mais il y a quelque chose qui devait faire que un Youlou, peut-être qu'il était pêcheur, mais il a bien fait ceci, ceci, ceci. Un Massamba Deba, bien ceci, ceci, ceci. Un Gwabi, bien ceci, ceci, ceci. Un Opango, un Basinga, un Tchélé, etc. Ça fait donc comme une constellation de valeurs vivantes et de nôtres. Bon, dans l'Église, ça existe, la canonisation, la béatification, mais dommage qu'en politique, ça n'existe pas. Je vais trop loin de la question que vous avez posée, excusez-moi. Monseigneur, les 13, 14, 15 août 1963, le président Youlou est renversé par un mouvement insurrectionnel. Massamba Deba prend le pouvoir. Que reproche-t-on au président Youlou et quel a été l'avis de l'Église catholique? Il faut se dire que l'unanimité n'était pas encore de règle et de mise pour ce qui concernait et la personne et le ministère que le président Youlou exerçait. C'est par la suite qu'on s'est rendu compte que il y a des occasions, nos frères les protestants évangéliques sont plus attentifs à cela, qu'il y a des occasions qui font qu'un pasteur prenne de la distance par rapport au peuple pour exercer des métiers qui, en temps normal, ne sont pas de ces métiers. Et l'erreur a été faite.
Qu'est-ce qu'on reprochait à Youlou? Je pense que l'histoire a montré qu'on s'était trompé. On avait bien chanté Youlou à tout voler. Et qu'est-ce qui fondait cette réputation de tout voler? C'est tout simplement, on a découvert la liste de ses dons personnels sur les fonds noirs qui appartient à tout président de la République. Et ce qu'on croyait qu'il faisait du favoritisme, qu'il avait tout détourné. L'histoire a montré qu'il y avait abus, mais en même temps, l'histoire devait nous montrer que dans la vie politique comme dans la vie tout court, il y a des moments de crise. Et quand il y a crise, le chef de la nation, le chef de famille, doit aider la famille, la nation à dépasser, à gérer la crise. Nous pensions que gérer la crise, c'est nécessairement changer de chef de l'État ou changer de chef de famille. Et malheureusement, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, nous n'avons pas encore pris la leçon. Parce que dans les difficultés des familles, même aujourd'hui, il y a des oncles qui sont tués pour la bonne raison qu'ils sont plus vieux ou ils sont chefs de famille. C'est des erreurs qu'il nous faut corriger comme on a fait pour Youlou. On n'a pas bien reconnu sa faute. Il y avait crise et pour surmonter la crise, on lui a conseillé de se défaire de ses ministres. Malheureusement, donc de son entourage. Parfois l'entourage empêche le chef de travailler et de bien travailler. On n'a pas tiré la leçon. Bon. Hélas, c'est consommé. C'est consommé. Votre Excellence, selon vous, l'abbé président Youlou était-il un bon ou un mauvais président? Je pense que chacun des présidents que nous avons perdus, chacun a une qualité et qu'on doit lui reconnaître. Youlou, c'est le fondateur. Or, vous demandez aux maçons, quand on pose la fondation d'une maison, mais on ne peut pas toujours mettre les équerres, ceci. Mais au moins la fondation est bien posée. Et Dieu merci, on ne reproche rien à ce que Youlou et les fondateurs de notre République auraient mal fait. Même à la conférence nationale, quand il y avait de la turbulence, cela, les anciens nous ont servi de repère. Comme fondateur, je dois dire que c'est un bon président. Bon, maintenant, si vous allez dans quelle espèce de... Il ne s'agit pas de le canoniser. Je pense qu'il était un bon président, comme premier bon président de la République. Parce que, comme certains, s'il s'était accroché au pouvoir, le sang aurait coulé. S'il s'était accroché comme quoi je suis élu du peuple, etc., le sang aurait coulé. Et je pense que le comportement de Youlou, comme le comportement du président de la République lors de la conférence nationale, là, je reconnais les fondateurs de notre République. Capables de se taire, capables de se terrer au profit du peuple, pour le bien du peuple. Je peux dire que c'était un bon président, s'il vous plaît. Monseigneur, peut-on savoir si le feu abbé Youlou est demeuré abbé jusqu'à sa mort? Si on est abbé jusqu'à la mort, c'est-à-dire il n'a pas été réduit à l'état laïque, même si dans le comportement on peut lui attribuer tel ou tel comportement qui ne corresponde pas à la vie d'un prêtre, mais il n'a pas été réduit à l'état laïque. Il était peut-être suspendu ad divinis, comme on dit, c'est-à-dire il ne pouvait plus prêcher l'évangile publiquement, dire la messe publiquement. Oui, suspendu ad divinis. Mais il n'était pas exclu, excommunié, non. De même, l'autre fondateur de la République de Bangui était peut-être dans une situation de pénitence ou de suspension, mais pas d'exclusion. Excellence, l'année 77 est une année tragique pour l'Église congolaise dans la mesure où c'est en 77 que nous perdons notre premier cardinal. J'ai cité le cardinal Émile Bienda. Mais on se rappelle aussi que
pendant cette année, il y a eu la mort du président Marien Gwabi. Selon vous, pensez-vous que la mort du président Marien Gwabi était liée à la mort du cardinal Émile Bienda? Et quelle a été la réaction de l'Église suite à l'assassinat du cardinal? Que ce soit lié ou non lié par certains tempéraments, de toutes les façons, la mort d'un chef de l'État en plein exercice, en plein jour, ne peut pas réjouir et laisser indifférent n'importe quel citoyen. C'est une humiliation pour nous tous. La mort d'un pasteur le plus innocent que nous ayons connu, je peux dire le plus, comme je venais de dire, grand frère, là aussi c'est presque impardonnable. Mais qu'est-ce que vous voulez, ces deux sorts liés, qu'on le veuille pas, c'est lié. Même année, même tragédie, dans le même peuple, et je ne sais pas si quelqu'un pourrait les séparer, mais nécessairement c'est lié. Comme je disais tout à l'heure dans notre bêtise, c'est humiliant et c'est traumatisant. Les deux morts sont liables, quels que soient les liens ou quelles que soient les motivations, vous ne pouvez pas les séparer. Tout à l'heure, je vous ai suivi, Monseigneur, vous étiez en train de dire à ma collègue ici présente que nous pouvions, pour ne pas copier, pour ne pas parler de l'Église catholique qui canonise les évêques, que nous pouvions créer cette espèce de constellation des valeurs au sein de la République pour tous ceux qui ont dirigé ce pays. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Votre Excellence, c'est celle de savoir quelles sont les valeurs que vous retenez du président Youlou jusqu'au président Lissouba, par exemple, ou au président Sassou, pour que nous puissions former cette constellation, justement, des valeurs. La première des valeurs, c'est le respect du peuple. Le respect du peuple. Youlou n'a pas, malgré sa légitimité, se réfugier, et l'armée française pouvait lui prêter main forte, n'a pas voulu faire verser le sang. L'amour du peuple, le respect du peuple. Et devant cela, la démission devient comme un devoir. Quand le peuple souffre, ou qu'on n'est plus en situation de lui rendre service, quand bien même il vous a mis à cette place, et que les circonstances font que vous êtes disqualifié ou disqualifiable, le respect du peuple. Et d'Opango aussi, quand il revient de voyage et qu'il trouve que Youlou est arrêté, il ne va pas chez lui, il ne fuit pas, il vient en prison parce qu'il sait qu'il est cofondateur de cette République. Cette solidarité dans le bien, cette affection, donc on peut dire, de nos aînés entre eux. En dehors qu'ils sont ceci, ils sont unis dans le destin. Si nous pouvions être cela, je prends seulement pendant que nous nous sommes battus, si nous avions seulement retenu, ceux qui portent les uniformes là, hein, ils s'appellent compagnons d'armes, un compagnon d'armes. Peux-tu avoir l'idée de tirer sur un compagnon d'armes? C'est la maladie. Mais quelle maladie? Mais c'est la folie la plus terrible. Tirer sur un compagnon d'armes, ça veut dire quoi? Hein? On est soldat pour la défense de la nation. Et vous ne pouvez pas être soldat tout seul. Il faut des corps diversifiés pour qu'ensemble vous défendiez la nation. Ceux qui tombent sont protégés, sont honorés. Et vous, qui avez le devoir de protéger la nation, vous tirez sur les compagnons d'armes. Le degré de cette maladie, je ne sais pas si les Congolais s'efforcent de la jauger, mais elle est terrible. Ça, nous n'avons pas vu la solidarité de nos premiers, des fondateurs. Hein? On n'a pas retenu ce que c'était qu'un Opango, qui va rejoindre son confrère parce qu'il est cofondateur de la République. Puis, ce qu'ils ont dit, de commencer notre République, la devise par unité.
Est-ce qu'il y a dans chez nos jeunes la pédagogie de l'unité, la stratégie pour tisser l'unité? Je pense que là aussi, il faut créer un parti qui n'ait comme préoccupation que l'unité, la stratégie de l'unité, la pédagogie de l'unité. Là aussi, nous n'avons rien retenu de nos aînés. Pourquoi ils ont tenu comme première devise unité? Ils en savaient quelque chose. Et curieusement, cette valeur unité, la première de notre République, est aussi une valeur évangélique, l'unité. Mais nous sommes, j'allais dire, bien partis. Les starting blocks, comme diraient les sportifs, sont bien posés. Mais hélas, qui va nous faire penser à nos aînés. Mais même faisant penser à nos aînés, nous penserons à nos ancêtres. La première question que vous m'avez posée, je vais réfléchir encore pour savoir un jour ma généalogie. Effectivement, quand Mationa, le ministre Mationa est mort, pour ma maman, c'était son cousin qui mourait. Bon, moi je le regardais de loin. Mais après, quand maman expliquera que voilà, je suis de la même lignée, etc., je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Que non seulement que j'avais des gouttes de sang royal, mais que ce type-là était un parent à qui je devais une petite référence, etc., etc. Mais je pense que beaucoup de Congolais, moi j'ai 60 ans, mais c'est dommage que les jeunes de 20 ans, de 15 ans, n'aient pas la culture de leurs propres valeurs, c'est-à-dire de leur famille. Ils trouveraient qu'il y a des comportements qui ne sont pas dignes de telle famille. Et ne prenons que notre République. Comment sommes-nous arrivés à nous tuer alors que les fondateurs de la République ont dit unité, la première valeur? Comment se fait-il que les compagnons d'armes se soient tirés les uns sur les autres, alors que la première religion, c'est la protection du compagnon d'armes? Voilà un peu les valeurs qui sont dans notre République, qui sont là, que nos aînés, nos anciens nous ont légués, que nous ne répéterions pas, que nous n'inventerions pas, que nous ne conservons pas, que nous ne cultivons pas. Et c'est très dommage pour les générations à venir. Parce que les mots sur lesquels nous naviguons, nous en sommes nos propres artisans. Alors que nos aînés, ce n'étaient pas des anges, ce n'était pas Dieu. Ils ont fait quand même ce qui était à leur portée. Je prendrai, puisque vous m'avez tendu la perche, le courage d'un Marien Ngouabi. Quel que soit ce que vous voulez, mais cet homme était courageux. Quand on l'induisait en erreur et qu'il s'en apercevait, il provoquait un meeting et il venait devant le peuple s'expliquer que voilà, il y a ça et ça et ça et ça, ce n'est pas bien parce qu'il y a ça et ça et ça. Donc, un courageux. Mais si on fait de la politique sans courage, non, vaut mieux aller à la cuisine, changer de métier. Mais un politicien sans courage, bon, ça aussi, il faut du courage pour devant la vérité. Que le peuple va dans telle direction, bon, il n'est pas bon. Que le peuple aille là, tu prends le courage comme un vrai cow-boy. Tu te mets devant et tu parles au peuple. Bon, je pense que nous n'avons pas à les canoniser, mais chacun d'eux nous a laissé. Raoul Alfred, dont on n'a jamais parlé, parce qu'il n'a tenu que pendant quelques heures la magistrature suprême. Mais quelle délicatesse! Quelle délicatesse, quelle discrétion! Là aussi, le peuple ne le sait pas. Mais il faut un jour que les jeunes le sachent. Qu'il y a des situations où vaut mieux être discret, vaut mieux être simple, plutôt que... Mais je le dis à dessein. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias. Le Congo accède à l'indépendance d'une démarche initiée par le général de Gaulle, par la France, qui est la puissance colonisatrice du Congo et de ses colonies africaines. En 1956, une loi cadre, dite loi de fer, engage une procédure qui conduit les colonies à deux étapes. Première étape, c'est l'autonomie interne.
c'est un processus qui a eu 2 étapes. L'autonomie interne, c'est donc 1958, où on proclame la République dans tous les États qui étaient des anciennes colonies de la France. Le Congo accède, devient une république le 28 novembre 1958. C'est la première étape. Donc, on a un gouvernement congolais, présidé par Fulbert Yulu, mais le Congo n'a que l'autonomie interne, n'a pas droit à une politique étrangère et de défense nationale. C'est la première étape. Donc, en 1958, c'est la proclamation de la République du Congo. On n'est plus moyen Congo, on devient république. Et la deuxième étape, c'est le 15 août, où la France accorde à toutes ses colonies la souveraineté nationale et internationale. L'effectivité de l'indépendance de nos États. Donc nous, c'est le 15 août 1960. On acquiert l'autonomie interne, l'indépendance interne et l'indépendance internationale. C'est-à-dire qu'on devient membre des Nations Unies. Un processus, j'en sais, des mots décriés pendant 61 ans qui n'ont pas permis la construction d'une nation congolaise et d'une république pour tous. La nation, c'est cet espace commun où nous vivons une communauté nationale avec tout ce qui fait que nous devons vivre en commun. Est-ce qu'aujourd'hui, les fondements de la nation ont-ils été bâtis, préservés? L'unité nationale, la réconciliation de tout ce qu'on a connu comme conflit, comme déboire. Voyez-vous donc qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans l'indépendance qui ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Ailleurs, quand M. Le Drian dit « Oh, ils ont pris le pouvoir par la force n'est jamais légitime », il est au courant, M. Le Drian, qu'il y a des gens qui trafiquent de façon tout aussi violente les élections dans leur pays. Il y a des pays d'Afrique notamment. Je pense au plus récent, le Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso qui a complètement truqué les élections. D'ailleurs, son premier opposant est finalement mort du Covid pendant les élections. Mais lui, on le reconnaît, il n'y a aucun problème. Donc il y a les vilains qui prennent le pouvoir par la force et puis il y a les pas vilains qui eux aussi prennent le pouvoir par la force en truquant des élections, en faisant crever leur population. Mais alors ceux-là, par contre, on est copains avec eux. C'est marrant parce que peut-être qu'on a des intérêts. Donc moi, je suis désolée. Toujours pareil, la démocratie à géométrie variable, l'indignation à géométrie variable. Bien sûr, les talibans, c'est facile de leur trouver tous les défauts. On le sait, de toute façon, on sait à quoi ils correspondent et on sait ce qu'ils sont. Mais il y en a plein d'autres. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est cette hypocrisie de certains dirigeants occidentaux qui viennent nous parler de prise illégitime du pouvoir, alors que des prises illégitimes du pouvoir, vous en avez partout dans le monde et que cela, on ne dit rien parce qu'il y a des ressources naturelles qui nous intéressent. Voilà. C'est notre émission, c'est l'indépendance du Congo. Parlons-en. Ne soyons pas timorés, frileux, comme le mot que Sassou aimait bien me dire. Oui, ne sois pas frileux. En fait, comme si j'étais frileux. En fait, je n'étais pas frileux. Alors, merci également au colonel à la retraite, mon grand frère Pena, qui me souhaite une bonne fête de l'indépendance et de l'Assomption. Alors, merci à tout le monde. Il y a également aussi Patrice Nzozi, qui m'a souhaité bonne fête de l'Assomption et tout. Alors là, j'ai Algondo en ligne. Mon cher frère, oui, je t'écoute. Si tu es en direct, est-ce que je me trompe? Ah oui, je suis en direct, bien sûr. Je crois que je suis en direct. Oui, j'ai un certain nombre de questions que j'ai écrites sur ton mur. Donc, je ne sais pas si tu peux répondre. Je vais parler du fédéralisme. Ah oui. J'ai posé la question de savoir si la municipalisation accélérée est un début de décentralisation des pouvoirs dans les régions ou pas. Et par rapport au fédéralisme, y a-t-il un document pensé qui est écrit avec des propositions pour un État fédéral au Congo? Donc merci de partager ces propositions. Et la troisième chose, tu as parlé des terres qui sont bradées. Est-ce qu'il y a un projet de loi qui est en cours ou il y a déjà un document écrit qu'on peut
consulter pour savoir si oui ou non ces terres sont déjà vendues ou pas. Merci. Bon, mais écoute, je vais commencer par donc la dernière question. À propos des terres, en réalité, c'est toujours dans cette situation de spéculation, comme on dit. Il n'y a jamais eu de transparence dans la mesure où nous savons que rien n'est soumis à l'Assemblée, au Parlement. Sassou décide tout seul, comme tout bon dictateur. Il décide tout seul, il impose un certain nombre de choses. Il y a un article que l'abbé Ruffieux a écrit, et qui est d'ailleurs fondé, puisque c'est une bonne analyse. Et je crois que, d'ailleurs, moi qui ai côtoyé Sassou, qu'il a côtoyé, il reprochait Lissouba d'avoir recueilli les Rwandais au Congo, et il reprochait même, à cette époque-là, Sassou, plutôt Lissouba, d'avoir signé des accords avec le HCR afin de recevoir les réfugiés rwandais. Mais lui, Sassou, il s'en est servi en 97. Ils ont combattu auprès des Korokoro, des Cobras, pour renverser le même Lissouba. Et entre-temps, les Rwandais ont proliféré, pour ne pas dire ils ont eu des enfants, ils ont maintenant ce qu'on appelle une grande communauté nationale. Quand vous allez dans la Likwala, ils sont nombreux. Vous allez même dans le pôle Nord, ils sont nombreux. C'est les gens qui ont combattu. Et par la suite, les Rwandais ont imposé, en fait, ils ont signé des accords parce qu'ils leur avaient fait comprendre, comme m'aidant à reconquérir le pouvoir, je veux vous donner des lopins de terre pour que vous installez au Congo. Et c'est ce qu'ils veulent concrétiser, acter. Hein? Donc ça passe dans des actes juridiques. Mais pour le moment, on n'a rien vu passer. Ce ne sont que les spéculations. Ce qui est vrai, c'est que c'est le travail qu'on avait confié à Pierre Mabiala. À l'époque, il était ministre justement du foncier au Congo, et il est toujours ministre du foncier avec plus de considération puisqu'il est maintenant ministre d'État. Et donc, Sassou sait le jeu qu'il joue, parce que Sassou, avec son plan Mouebara, où il veut exterminer une bonne partie de la population du Sud, et particulièrement du Poul, il veut profiter de cette situation donc pour dépeupler le Sud, pour mettre les Rwandais afin de venir cultiver. Là, dans son discours de l'indépendance, il a martelé justement sur l'agriculture. En fait, c'est le même discours, c'est pour ça que je dis, c'est tout ce qu'il dit. Dans son ouvrage, il a écrit ce qu'il nous a raconté également en 1997, en janvier 1997, avant qu'il aille au Congo pour les élections. Et il avait bien précisé que l'agriculture devait être la priorité. Il avait même comparé notre pays, le Congo, à la Côte d'Ivoire, qui était un petit pays par rapport à la superficie et qui avait une grande population, mais qui n'avait pas tous les atouts que nous avions. C'est-à-dire que nous avions un grand pays avec beaucoup de cours d'eau, un climat favorable à l'agriculture, à l'agro-pastorale. Et il avait martelé. Et quand il est arrivé aux affaires, il n'a rien fait. Il n'a même pas suivi ce projet. Et il avait même dit au cours de cette conférence de presse, ou cette conférence à l'endroit des Congolais, il avait fait comprendre que pour lui, le pétrole, c'était un accessite. C'est pour faire du social. Parce qu'il ne comptait pas sur les revenus pétroliers. Mais là, aujourd'hui, nous savons bien très bien que le Congo vit que du pétrole. Et il a détourné toutes les ressources provenant du pétrole. Alors qu'on aurait pu développer le pays. Je vous donne un exemple. Le Qatar, vérifiez les statistiques, ceux qui ont les vieilles encyclopédies.
ils peuvent vérifier que le Qatar, entre 70 et 80, n'était même pas à la hauteur du Congo-Brazzaville. Le Qatar que vous voyez, qui est devenu une puissance de la vie, ce que nous avions appelé, nous, quand nous avions appris à l'époque, la géographie, c'était la vie mineure, on appelait ça, le Moyen-Orient. Alors, le Qatar est devenu une puissance régionale dans cette partie. Le Qatar qui va recevoir la Coupe du Monde. Toutes les installations, c'est dû au pétrole. Alors que, pratiquement, on a commencé l'exploitation du pétrole en même temps. Où est passé l'argent du pétrole du Congo? C'est ça la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, nos terres qui sont fertiles sont en train d'être bradées auprès des étrangers, et notamment les Rwandais à qui Sassou a promis des terres, tout juste pour chasser des populations du Sud qui considèrent comme étant des populations qui s'opposent à sa politique. Parce qu'effectivement, c'est une politique néfaste. Sassou est incompétent, Sassou est incapable de diriger. Suivez son discours. Moi, je n'ai rien compris à son discours. Je n'ai rien compris. Et question, maître. Oui. Est-ce que si on doit freiner justement cette marche en avant, brader les terres, pourquoi ne pas rédiger un document qu'on peut soumettre justement au Parlement? Il y a des parlementaires. On peut écrire aux parlementaires pour que demain ils ne se disent pas qu'ils n'ont jamais été au courant, parce qu'ils ne sont au courant de rien. C'est des formalités, mais il faut mettre ça, comme on dit, sur la table pour que les gens en soient informés. Est-ce que c'est une action en termes des droits de la personne ou des populations, de la protection de la terre, la protection des autochtones? C'est une action que tu peux mener ou que tu peux conduire? Non, oui, bien sûr, bien sûr. Avec un certain nombre de personnes. Oui, mais ça, c'est une bonne initiative. C'est vrai qu'on peut le faire, mais tout en sachant que le Parlement qui est acquis à Sassou ne pourra rien faire contre Sassou. Sassou, c'est un dictateur. C'est lui qui les a nommés. Ils n'ont jamais été élus, ils se sont présentés pour la bonne forme. C'est Sassou qui choisit ses parlementaires. Ça, on le sait. Heureusement, il y a un bémol. C'est de dire que nous aurons fait une action pour responsabiliser ces parlementaires demain, pour dire que oui, vous étiez informés sur les dérapages de ce dictateur qui aujourd'hui a perdu la tête. Parce que c'est ça, le problème des terres, c'est un problème de souveraineté. Je pense que Algondo, là où vous êtes, vous devez savoir que la souveraineté, c'est ce qui est le plus sacré dans un pays. Vous comprenez? Le peuple est souverain et on ne peut pas brader les terres d'un pays. Alors que dans ce pays, il y a des chômeurs, il y a des jeunes désœuvrés. Aujourd'hui, 90% de la population, notamment les jeunes, sont désœuvrés. Et moi, je peux même dire que si Sassou était plus intelligent, il aurait pu dire, bon, je fais un programme quinquennal pour absorber le chômage des jeunes, notamment à partir d'un projet agro-pastoral. Au lieu d'aller nous chercher des Rwandais, leur promettre des trucs, mais il faut les renvoyer dans leur pays puisqu'il y a la paix. Pourquoi voulez-vous que Sassou nous impose une nouvelle tribu dans notre pays? Déjà, entre nous, on a du mal à fonctionner et combien de fois on va nous apporter une autre tribu qui est encore plus belliqueuse, plus méchante, plus violente. On a vu ce qu'ils ont fait, les Hutus et les Tutsis, dans leur pays, en 1994. Donc, qu'on ne nous renvoie pas les criminels. Et ceux-là, je comprends que, comme disent certaines personnes, ils sont là pour préparer l'arrivée au pouvoir de Christelle Denis Sassou Nguesso. Parce que ça sera sa propre milice. Ce sont les étrangers qui vont se battre contre les Congolais, qui vont se poser à lui, quels que soient les résultats des élections qu'ils vont falsifier, comme toujours.
Moi, je crois que c'est vrai, c'est une bonne proposition, mais soyons nombreux. Vous savez, le Congolais, il y a un problème d'ego. Même quelqu'un qui n'a pas appris, qui ne connaît pas, il va s'opposer à celui qui a appris. Moi, je n'irai pas m'opposer à un médecin qui me dit, voilà, tu as tel mal, voilà, et puis moi, je dis, ah, non, j'ai pas tel mal, mais c'est lui qui diagnostique. Parce que le Congolais n'est pas humble. Vous voyez, il y a des gens qui se disent, bon, je suis un tel, mais quelles sont leurs références? Ils ne connaissent pas. C'est là la difficulté avec le Congolais. Je ne peux pas prendre la tête de cela. Nous menons le combat tel que nous voulons le mener ailleurs, en sensibilisant les partenaires qui semblent être des complices de Sassou dans ce désordre qu'il y a dans nos pays, notamment au Congo. Voilà. Maintenant, oui, vous voulez parler... Merci pour ces explications. Peut-être je laisse la parole à d'autres qui veulent peut-être... Oui, non, rappelez-moi l'autre question. Oui, vous avez parlé effectivement de la fédération. Ben oui, mais oui, ça c'est une question importante. Parce que les gens aujourd'hui oublient que le problème de la fédération, c'est un problème important pour notre pays. Pourquoi nous devons parler de la fédération? Parce que la fédération, pour moi, c'est une chance pour que le Congo devienne une nation. Oui, parce qu'à la conférence nationale, vous savez, on a essayé d'élaborer ce qu'on appelle la charte des droits et des libertés. Et cette charte des droits et des libertés avait été bien conçue pour éviter l'hégémonie d'une tribu ou d'une région. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a l'hégémonie Mboshi, il y a l'oligarchie, l'obumitrie, comme disait Diawara, les diawaristes, dans les années 72. Vous avez l'oligarchie, bureaucrato, militaro. Est-ce que, Maître Massingo, est-ce que tu peux mettre en ligne cette charte? Parce que le travail que tu fais, c'est un travail de pédagogie. Et on fait toujours un retour parce qu'on a la mémoire courte. Donc, si tu as cette possibilité de mettre en ligne cette charte, ça peut édifier plus d'un dans cette notion du fédéralisme. Merci. Oui, justement, non, mais il n'y a pas de problème. Je mettrai en ligne la charte de l'unité nationale qui a été adoptée le 29 mai 1991. Voici 30 ans. À la conférence nationale devait s'appliquer. Et d'ailleurs, c'est là où on reproche au président Pascal Lissouba de n'avoir jamais appliqué cette charte. Parce que lorsqu'en 92-93, il va commencer à s'attaquer à ses propres frères, les Congolari, parce que, bon, lui aussi, les Congolari, pour un problème de pouvoir, et puis valoriser ce qu'on appelait à l'époque le Nibolek. Moi, je n'aime pas tellement cette expression, j'appelle les pays du Niari, même si c'est devenu un terme courant Nibolande. Moi, je me considère aussi, je peux dire, Nibolande, puisque j'ai la famille là, hein? Mes neveux, mes nièces, ma soeur, dans la famille, il y a des Bayaka et tout ça. Donc, les deux droits qui sont violés, c'est le droit à l'égalité, la non-discrimination et le droit à la vie. C'est les deux droits. Le droit à la vie, le droit... Parce que le reste des droits, ils sont là. La non-discrimination. Nous sommes tous égaux, mais il n'y a pas l'égalité. On met les vies des gens en péril. Parce qu'ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas nourris. Donc il y a beaucoup de choses. Ils ne sont pas nourris, ils sont menacés, ils sont dans l'insécurité. Les Congolais sont en prison à ciel ouvert. Donc nous pouvons débattre, nous pouvons débattre toute la nuit, mais nous rassurons aux gens que la politique, ce n'est pas l'art de tromper. La politique, ceux qui veulent faire l'art de tromper, c'est ceux qui veulent se faire voir. Ceux qui veulent faire de la politique l'art de tromper, ceux qui veulent se faire voir, parce que, justement, ils pensent que c'est un enrichissement. Non. Donc, nous devons les mettre à nu. N'allez pas en politique parce que vous avez créé votre nom
par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par le mensonge, par la haine contre les autres. Ça, c'est rien. La politique a ses lettres de noblesse. Les lettres de noblesse de la politique, c'est de lever un peuple à un niveau de conscience où ce peuple ne va pas prendre le couteau pour aller mettre sur l'autre, ou l'autre mettre le couteau sur l'autre. C'est au sens où ils doivent dialoguer. Attends, il faut que j'allume. Il faut que j'allume. Nous devons cesser que ce pays baigne dans la haine, et retrouve la mort, l'amour, cet amour qui nous élève. Comme dit le Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, c'est ce que les Congolais doivent se dire. Là, c'est ça à mettre. Hein. Vraiment, mes remerciements à mettre. Bon, en tout cas, on a terminé. Hein, je préfère qu'on reporte ça pour la semaine prochaine. Oui. Allez, on fait comme ça. Merci. Allez, on fait comme ça. À bientôt, Fernand. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Merci à tous. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et en tout cas, bravo à tous pour ceux qui ont été patients de nous entendre. Allez, j'ai terminé. Il fait nuit, hein, comme vous voyez. Allez, merci Serge. Indépendance, oh non, y'a biso. Et jali, y'a la communauté, oh. Mindele, oh. Nabayido, to jali moto moko. To seperae, yelongo. Indépendance, y'a République du Congo. Indépendance, oh yo, y'a biso. Tozuil, lelo, na Congo. Congo, na Bangala, to jali moto moko, to seperae, yelongo, indépendance, y'a République du Congo. Bye.